dans le podcast des élèves extraordinaires. Bonjour et bienvenue dans Ressources pour élèves extraordinaires, le podcast qui met en lumière les pratiques, les outils et les expériences au service des élèves à besoins éducatifs particuliers. Je m'appelle Lobna, je suis enseignante spécialisée en IME et aujourd'hui je vous propose un épisode assez particulier. Je vous explique, il y a quelques jours, j'ai demandé sur Instagram à ce qu'on me pose des questions et je vais donc profiter de ce podcast pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Eh bien déjà, merci de m'avoir posé toutes ces questions. Il y en a eu tellement que je pense qu'il va y avoir plusieurs épisodes pour y répondre. Cela prouve l'intérêt que vous portez aux élèves en situation de handicap et aux élèves extraordinaires. Et d'ailleurs, je vais commencer avec la première question. Et cette question est, c'est pas trop difficile de travailler avec des handicapés? Alors, je ne travaille pas avec des handicapés, je travaille avec des enfants en situation de handicap. La nuance est très importante. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Je pense en avoir parlé déjà dans un dernier épisode, mais c'est le genre de discours que je ne me lasserai jamais de tenir parce qu'il est important. Une personne en situation de handicap est en situation de handicap à des moments, pas toute la journée. Quand mes élèves jouent au foot, quand mes élèves dessinent, quand mes élèves chantent, quand mes élèves mangent, quand mes élèves jouent, quand mes élèves me posent des questions, quand mes élèves interagissent, quand mes élèves font plein de choses, ils ne sont pas en situation de handicap. Ils sont en situation de handicap quand ils sont confrontés à des situations qui les questionnent, qui leur posent problème, qui les agressent. Là, ça devient difficile et ils sont en situation de handicap et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'attention particulière. Mais sinon, franchement, si je devais donner un pourcentage, j'ai l'impression que mes élèves sont en situation de handicap finalement 30% de la journée. Mais dans les gestes du quotidien et grâce à un travail extraordinaire fait par les familles, par les éducateurs, par les éducatrices, par les enseignants, eh bien, ce pourcentage se réduit de plus en plus. Évidemment, il y aura toujours un pourcentage d'handicap parce qu'ils sont en situation de handicap et parce qu'il y a une pathologie derrière et qu'ils ne sont pas en IME pour rien. Mais ils ne sont pas en situation de handicap 100% de leur temps, loin de là. Et donc, je ne travaille pas avec des enfants handicapés, je travaille avec des enfants en situation de handicap et je reviens quand même à la question. C'est pas trop difficile. Alors, c'est marrant parce que c'est une question dans mon quotidien que l'on me pose souvent quand je me présente, quand je rencontre de nouvelles personnes et qu'on me demande quel métier j'exerce. Eh bien, absolument pas. Après, ça dépend quel sens on met derrière difficile. Oui, ça peut être éprouvant. Certains jours sont plus difficiles à vivre que d'autres. Mais en général, travailler avec ce public, c'est juste génialissime. Je suis tombée dedans sans trop le vouloir et pour rien au monde, je sortirai du champ du spécialisé parce que c'est un métier passionnant, c'est un métier humain et c'est un métier où on se sent clairement utile. Et c'est un métier où l'on reçoit autant que l'on donne. Donc non, c'est pas difficile de travailler dans le domaine du spécialisé pour moi. Vraiment pas. Et je sais qu'on est plusieurs à partager cette pensée. Donc voilà, merci pour ta question. J'avais dit que ce serait totalement anonyme, donc je vais rester dans cette lignée, mais parce que je me sens complice de toutes les personnes qui me suivent, parce que je sais que si vous me suivez, c'est pas par hasard. Je me permets de vous tutoyer parce que je pense qu'il y a un lien entre nous. Et d'ailleurs, merci d'être là. On continue avec les questions. Celle-ci m'a fait sourire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mais en même temps, c'était le jeu, ma pauvre Lucette. Je vous avais demandé de me poser toutes vos questions. Donc, je me prête au jeu avec plaisir. Alors, c'est bien payé. Ça dépend ce que tu veux dire par c'est bien payé. Moi, je pense que ce n'est jamais assez payé au vu des heures de travail, mais que l'on est payé différemment. Donc, pour répondre à ta question, cela dépend de l'échelon. En fait, c'est comme dans l'ordinaire. Ça dépend de ton échelon, de ton ancienneté. Donc, c'est le même salaire qu'une enseignante ordinaire, à la différence que quand tu as le KPI, tu as une prime. Et j'espère que tu es bien sur ta chaise parce que cette prime est quand même extraordinaire. Elle est de 70 €. Voilà. Franchement, on fait pas ça pour l'argent. Clairement. Je me rends compte que je suis un peu langue de bois parce que j'ai du mal à sortir le
Le nombre, hein. Bon, bah écoutez, je suis payée 2500 euros. J'ai eu mon concours d'enseignante en 2014, donc j'ai 11 ans d'ancienneté. J'ai 2 enfants, je sais que ça joue dans le salaire. Et donc la prime due grâce au KPI. Donc voilà, ça te donne un ordre d'idée. Mais pour Abel, c'est un bac+5. Que le KPI, c'est un niveau Master 1. On continue avec les questions. Doit-on remplir le LSU pour un élève en situation de handicap ? Excellente question et totalement de saison parce que nous sommes le 9 juin et que je suis en pleine rédaction de mes bulletins. Alors le LSU à proprement parler, comme dans l'ordinaire, non, et c'est scandaleux. Parce qu'il faut savoir que le LSU est rempli sur une plateforme et que nous n'avons pas accès à cette plateforme quand on travaille en IME. C'est d'ailleurs le cheval de bataille de ma coordo qui se bat depuis un petit moment déjà pour que nos élèves aient un INE, un identifiant national élève. Mais il faut savoir qu'il y a un LSU spécial pour enfants en situation de handicap. Et ce LSU peut être complété par les collègues de l'ordinaire. Mais quand tu es dans le SP et en IME, tu ne peux pas. Donc du coup, têtus que nous sommes, nous avons produit notre propre bulletin fortement inspiré du LSU pour que nos élèves puissent avoir les mêmes outils que les enfants de l'ordinaire. Question suivante, est-ce que l'ordinaire te manque ? Dois-je répondre à cette question ? Après tout ce que je viens de vous dire, franchement non. Non, et je ne pense pas que je retournerai un jour dans l'ordinaire. Si j'y retourne, ce sera avec ma casquette d'enseignante spécialisée. Mais je profite de cette question pour vous partager combien j'ai beaucoup de tendresse pour mes collègues de l'ordinaire. Parce que moi, je travaille aujourd'hui avec des enfants en situation de handicap, à besoins éducatifs particuliers. C'est mon quotidien. Je deviens experte dans ce domaine, mais je n'ai que ça à faire, entre de gros guillemets. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un enseignant en classe ordinaire, il jongle avec sa classe d'une 20aine d'élèves. On est plus proche des 30 que des 20. Il jongle avec les différents profils, les différents niveaux. Aujourd'hui, dans une classe, il y a presque autant de niveaux que d'élèves. La différenciation, c'est déjà une grosse partie du travail des collègues de l'ordinaire. Et il y a aussi des enfants à besoins éducatifs particuliers qui sont en classe, trop souvent sans accompagnement, et nos collègues doivent aussi construire des séances d'apprentissage pour ces élèves sans être formés, sans être accompagnés. Donc aujourd'hui, être enseignant en classe ordinaire, moi ça me fait penser à la déesse Shiva. Voilà. Vous avez à penser à tellement de choses. J'ai un profond respect et beaucoup de tendresse pour vous. Je vous soutiens de tout mon cœur. J'ai beaucoup de respect pour vous et votre travail. Et peut-être par égoïsme, peut-être par confort, peut-être parce que je me passionne maintenant pour un autre champ de l'enseignement. Mais pour toutes ces raisons-là, je n'irai plus dans l'ordinaire. Voilà, donc non, l'ordinaire ne me manque absolument pas. Et encore une fois, force et courage aux collègues de l'ordinaire. On continue avec les questions. PE en CE2, j'ai un élève qui a des besoins éducatifs particuliers depuis la PS, mais la famille est dans le déni. Que faire ? Alors, il me semble avoir vu une autre question qui y ressemble. Ah voilà, je l'ai trouvée. Comment convaincre une famille qui est très fermée à une intégration en IME. Donc je vais jumeler ces deux questions pour y répondre parce que l'idée est la même. Je viens de parler de mes collègues de l'ordinaire. Je vais profiter de ces questions pour parler des familles. J'ai un profond respect pour les familles. J'ai énormément d'empathie pour les familles. Je m'interdis d'avoir un jugement quelconque vis-à-vis des familles. On ne sait pas. On imagine, mais on ne sait pas. On ne connaît pas le quotidien d'un papa, d'une maman, avec un enfant en situation de handicap. On ne sait pas ce que c'est de sortir au quotidien avec son enfant, d'avoir les regards, les remarques. On ne sait pas. On ne le vit pas. Donc on se tait et on ne juge pas. Et moi qui ai la chance de travailler avec des enfants en situation de handicap, je sais tout ce que ces enfants apportent, mais je sais tout ce que ces enfants coûtent physiquement, émotionnellement, psychiquement.
Et là, c'est juste dans le cadre de mon travail. Ce n'est pas 24 heures par jour, ce n'est pas 7 jours de la semaine. Donc je pense que c'est important de poser ça avant de répondre aux questions, parce qu'un parent qui est dans le déni, c'est un parent qui souffre, c'est un parent qui a identifié le fait que son enfant est différent, même s'il dit que non, il le sait, intrinsèquement il le sait, et son cheval de bataille, c'est que son enfant puisse rentrer dans les cases que la société nous impose, parce que ces cases rassurent, parce que ces cases nous donnent le sentiment d'être dans la norme. Et je pense que c'est très dur pour un parent de se rendre compte que son enfant ne sera jamais dans la norme. Mais ça reste son enfant, ça reste son amour, la chair de sa chair. Et ce que j'aime à dire aux familles, et ce que j'aime à penser quand je passe des journées difficiles à l'IME, la question que je me pose à chaque fois, c'est: est-ce que je les ai fait rire? Est-ce que je les ai fait sourire? Est-ce qu'ils ont passé un beau moment? Est-ce que mes élèves sont heureux? Et en tant que parent, j'ai la chance d'être maman de 2 filles. Eh bien, c'est au final, qu'elles réussissent dans la vie ou pas, moi, ce qui m'importe, c'est qu'elles soient heureuses. Et aujourd'hui, les structures comme les IME, comme les hôpitaux de jour, comme les CESAD, comme les IMPRO, comme les structures spécialisées, ont pour objectif d'accompagner l'enfant. C'est le premier de nos objectifs, mais surtout de faire en sorte qu'il soit heureux. Peu importe les cases dans lesquelles il rentre ou pas. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Aujourd'hui, on se rend compte que la société nous étiquette pour tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'elles sont lourdes, ces étiquettes? Alors je profite de ces questions pour vous dire que, et si on prenait la liberté de décoller ces étiquettes et de se dire qu'un enfant est un enfant, quelle que soit sa différence, et qu'il a le droit au bonheur. Donc là, je me suis totalement écartée de la question et je vais la reprendre en même temps que mes esprits. Alors, donc je reviens à la question. J'ai un élève qui a des besoins éducatifs particuliers depuis la PS, mais la famille est dans le déni, que faire, que j'ai associé à la question comment convaincre une famille qui est très fermée en intégration en IME. Je pense que les familles ont besoin de temps pour faire le deuil de l'enfant ordinaire et qu'ils ont besoin d'accompagnement et d'écoute. Je pense que ce sont des familles qui, dans leur quotidien, se sentent jugées par la voisine, par le boulanger, par la famille, par tout plein de personnes, par toutes les personnes qui gravitent autour d'elles. Et que pour eux, l'école n'y déroge pas. Je pense qu'il est important que les familles soient sensibilisées au fait que c'est leur enfant, certes, et c'est aussi un citoyen, c'est aussi une personne qui a toute sa place dans la société, et que notre travail, c'est de l'aider à être le plus autonome et le plus épanoui dans cette société. Et que l'école ordinaire ne répond pas à ses besoins. Je pense qu'il faudrait commencer par l'écoute, avant tout. Et je pense qu'il faudrait être dans l'accompagnement. Être vraiment dans l'accompagnement. Permettre à cette famille de poser toutes ces questions. Écoutez, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être personne ressource. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être que mes collègues vont s'en rappeler, notre ministre de l'Éducation de l'époque, Gabriel Attal, avait proposé le pacte enseignant, c'était de faire des heures sup rémunérées. Et dans ces heures sup, il était proposé d'être personne ressource pour les enseignants spécialisés. Et j'en avais profité. J'avais été personne ressource, notamment dans une école maternelle. Et donc le collègue se questionnait par rapport à un enfant. Et il pensait qu'il avait, à juste titre, le profil pour aller en IME. Il m'avait expliqué que la famille était plutôt réticente. Et je lui avais proposé un rendez-vous, tout simplement. Un rendez-vous pour qu'elle puisse poser toutes ces questions. Et ce rendez-vous s'est avéré être salutaire, parce que il n'y avait aucun enjeu. Cette maman a pu me poser toutes les questions qui lui traversaient l'esprit,
sans avoir peur d'être jugé, sans qu'il y ait l'enjeu de l'enfant rentre ou n'entre pas en IME, sans rien. C'était juste des questions spontanées et tout était pertinent d'ailleurs, tout était très intéressant. C'était vraiment un moment très intéressant, cet échange avec cette maman. Bon, la vie a fait que l'enfant s'est inscrit dans l'IME dans lequel je travaille et maintenant j'ai la chance d'être l'enseignante de cet enfant. Mais même si ça n'avait pas abouti à l'inscription de l'enfant, eh bien ça aura été l'occasion de planter quelques graines et de permettre à la famille de, déjà, d'avoir été écoutée et d'avoir une représentation plus claire de comment accompagner un enfant avec des besoins éducatifs particuliers. Donc je pense franchement que l'écoute, c'est le plus important. Nous sommes tout le temps avec la réalité de la vie, à savoir les places, les chiffres, toutes ces injonctions sociétales qui sont oppressantes pour une famille. Mais je pense qu'une fois de temps en temps, juste prendre le temps d'écouter la famille, ça peut être très, très, très bénéfique. Donc voilà, pour répondre aux questions liées aux familles, on passe aux questions suivantes. Eh bien non, je ne vais pas passer à la question suivante parce que je viens de voir le nombre de minutes s'afficher et je pense qu'on va s'arrêter là. Merci pour ce moment. Vous savez, ces podcasts sont comme des bouteilles à la mer. Je les partage avec plaisir. J'espère qu'elles apportent des choses. Les retours sont encore un peu timides. Donc, je ne sais pas trop ce que cela vous renvoie, si cela apporte quelque chose. Merci encore pour vos questions. Si vous en avez d'autres, franchement, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que j'y répondrai si je le peux. Et voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Ressources pour élèves extraordinaires. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Au revoir. Bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner.